il va être dans mon ordinateur. Parfait, merci. Alors, OK. comme vous le savez, la conférence est enregistrée. La conférence se déroulera en deux parties. Il y aura une présentation effectuée par Frédéric d'une durée de 45 minutes et suivie d'une période d'échange d'environ 30 minutes. Donc, j'allais vous demander de fermer les micros. Donc, ça, je vois que c'est fait pour tous. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin, soit en direct, en levant la main, ou via le clavardage. Et puis, on pourra là, y répondre de vive voix. D'ailleurs, Frédéric a déjà reçu quelques questions à l'avance. Donc, elle les présentera à la fin de sa présentation. Peut-être que ça répondra à certaines de vos interrogations. Puis à la toute fin de la conférence, je mettrai un lien. C'est un formulaire d'évaluation complété. Je sais que c'est cliché, mais ça permet de voir si oui, vraiment, si on a été à la hauteur, comment on pourrait s'améliorer. Qu'est-ce qu'on vous pourrait vous proposer d'autre également? N'hésitez pas. On est ouvert à toutes les suggestions. Et puis voilà, donc au nom de l'équipe, bienvenue. Et j'aimerais également de présenter aujourd'hui notre conférencière invitée, qui est la docteure Frédéric Berger-Caron. On la remercie vraiment chaleureusement pour toute sa disponibilité, son engagement, sa contribution à l'événement, mais également c'est une grande contributrice là pour nos journaux, les journaux de l'association Emmanuel. Donc, quelques mots sur Frédéric. Elle est pédiatre du développement au 6 de la Montérégie-Ouest. Elle exerce au sein de la clinique d'évaluation des troubles complexes du développement du Centre de réadaptation en déficience physique, ainsi que dans les cliniques d'évaluation des troubles du spectre de l'autisme. Elle est diplômée d'un doctorat en médecine et d'une spécialité en pédiatrie de l'Université Laval, auquel s'ajoute une surspécialité en pédiatrie du développement complétée à l'Université de Montréal. Elle s'intéresse particulièrement aux enfants présentant des enjeux du neurodéveloppement, avec un intérêt marqué pour les profils comportant des comorbidités multiples, notamment les anomalies génétiques. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à la docteure Frédéric Berger-Caron. Merci beaucoup pour cette présentation, Daniel. Ça me fait plaisir, en fait, d'être avec vous ce midi pour parler du trouble du spectre de l'autisme. La présentation, à la base, je voulais surtout une vulgarisation scientifique du sujet. Mais si vous voulez des d'approfondissement ou vous avez des questions plus pointues, ça va me faire plaisir d'y répondre là, durant la période de plénière. Ne vous gênez pas non plus pour pas perdre vos idées puis écrire vos questions, par exemple, dans le chat durant la présentation. Ça va me faire plaisir d'y répondre à la suite de celle-ci pour garder un bon déroulement. Mais au moins, vous ne perdrez pas votre idée. Et aussi, il y a certains termes que j'utilise ou mots qui sont plus complexes que vous ne saisissez pas comme il faut, vous voulez une meilleure définition. Ne vous gênez pas non plus, même dans ce cas-là, pour lever la main, parce que je vais pouvoir le faire là, en direct pour rendre ça plus clair. Ça convient à tout le monde. Je vais partager mon écran pour débuter la présentation. Et je vais ici. C'est comme ça. Donc, j'espère que tout le monde peut bien voir mon écran et mes diapositives. Donc, tout d'abord, je tiens à mentionner que je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer, outre le fait que je travaille dans le domaine et que j'ai une formation spécifique là, pour l'évaluation du trouble du spectre de l'autisme. Aussi, tout au long de la présentation, vous allez voir des encadrés roses fuchsia, un peu comme celui que vous avez au bas de l'écran, dans lesquels il y a des ressources complémentaires que je vais vous offrir parce que je tiens à rendre là, le PDF de la présentation disponible aux participants suite à celle-ci. Entre autres, là, ici, on voit la Fédération québécoise de l'autisme et le Réseau national d'expertise en troubles du spectre de l'autisme sont deux excellentes ressources sur le sujet. Donc, ben, si on commence vraiment par la base, qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme, que je vais abréger par TSA là, pour la majorité de la présentation? C'est un trouble neurodéveloppemental qui est permanent et qui est hétérogène.
Et pour établir le diagnostic, il doit vraiment débuter durant la petite enfance. Et ça fait du sens. Quand on pense que le trouble du spectre de l'autisme, en fait, c'est une façon dont le développement du cerveau s'est fait, dont les réseaux neuronaux se sont créés, qui a été différente de la majorité de la population. Par conséquent, dès que l'enfant naît, il est comme ça. C'est un trouble en ce sens que ça vient avec lui, donc c'est congénital, si on pourrait dire. Mais les manifestations ne se font pas sentir nécessairement tout de suite. Toutefois, il y a déjà des signes et symptômes qui sont présents dès la petite enfance, même en bas de 12 mois. On va y revenir dans quelques instants. C'est par contre associé à un vaste éventail de présentations qu'on appelle des symptômes, puis à divers degrés de capacité. Chaque individu est unique, comme tout humain est unique en fait. C'est encore plus le cas pour les troubles du spectre de l'autisme. Depuis qu'on a adopté le DSM-5, on a beaucoup élargi la définition, ce qui fait en sorte que les profils qu'on rencontre sont encore plus vastes, plus hétérogènes qu'ils pouvaient l'être auparavant, plus différents les uns des autres. En effet, notre diagnostic il se fait comment? Il se fait avec des critères cliniques basés sur un manuel qu'on appelle le DSM-5. C'est un manuel diagnostique. C'est séparé en deux catégories. La première catégorie, c'est le domaine du déficit de la communication et des interactions sociales. La deuxième catégorie, c'est un mode restreint et répétitif des comportements et des intérêts. De façon plus spécifique, je tiens à vous dire que le DSM-5 puis la définition qu'on a présentement du trouble du spectre de l'autisme, ça n'a pas toujours été ça. En fait, on a adopté ces critères-là à partir de 2013. Puis même ça a pris quelques années pour mettre en place ces critères-là, parce que les gens étaient encore très attachés à l'ancienne définition qu'on appelait auparavant les troubles envahissants du développement, le TED. Dans le trouble envahissant du développement, c'est là qu'on retrouvait le fameux trouble Asperger, qu'on entend parfois encore parler, qui était en fait des difficultés avec les relations sociales, mais sans trouble de langage. Donc, avec un langage qui n'était pas atteint. Il y avait le trouble autistique, qui correspond peut-être plus au niveau là, plus sévère d'autisme aujourd'hui, plus des niveaux 2, 2,5, 3. Puis, il y avait d'autres types de symptômes aussi là-dedans, là, le trouble désintégratif de l'enfance, le trouble envahissant du développement non spécifié, puis le syndrome de Rett aussi qui s'y trouvait. À l'exception du syndrome de Rett, ça a été complètement retiré là, de cette définition-là, tous les autres troubles maintenant font partie de ce qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme. C'est pour ça que c'est si large. Ça vient regrouper en fait trois autres catégories qu'on avait auparavant qui étaient distinctes. Et c'est la raison aussi pour laquelle, quand on pense au trouble du spectre de l'autisme de prime abord, on va penser aux cas les plus sévères, souvent aux gens qui sont non-verbaux, qui ont beaucoup de problèmes de comportement, qui vont avoir également souvent des atteintes intellectuelles plus sévères. Mais c'est pas toujours le cas depuis qu'on a changé nos critères. Comme je le disais, moi, dans ma pratique, avec mes partenaires de différentes sous-spécialités, on va utiliser des critères pour établir le diagnostic. Donc, il n'y a pas de prise de sang, il n'y a pas de biomarqueurs spécifiques, il n'y a pas d'imagerie qui permet de dire, ah oui, c'est de l'autisme ou pas. Pour l'instant, c'est vraiment des critères cliniques qu'on a, puis le jugement clinique a une grande importance parce qu'il y a, on appelle ça, nous, le diagnostic différentiel. Donc, il y a d'autres conditions qui peuvent aussi expliquer, dans certains cas, les présentations qu'on a devant nous, puis qu'on pourrait prendre à tort pour un trouble du spectre de l'autisme, ou qui peut être des co-diagnostics, qu'on appelle des comorbidités, qui peuvent venir accompagner l'autisme. Ça aussi, ça se peut. Le premier domaine, c'est, comme je vous le disais, le déficit de la communication et des interactions sociales. Il se subdivise en trois critères. Ces trois critères-là sont requis pour venir établir notre diagnostic. Le premier, c'est le déficit dans la réciprocité sociale et émotionnelle. Par là, on entend souvent des gens qui vont avoir de la difficulté à tenir une conversation. Dans les cas plus sévères, tenir une conversation sera simplement pas possible. Il n'y a pas de réciprocité. Dans les cas qui sont plus légers, par contre, des fois, on peut voir des gens qui vont être capables de discuter avec nous, mais seulement quand c'est par rapport à leur sujet d'intérêt ou au contexte immédiat. Puis que dans d'autres circonstances, il y a quoi qui accroche, ça marchera pas. Ils vont plus être en type monologue, ils vont moins poser des questions, relancer les autres, s'intéresser à l'autre, mais plus au sujet comme tel dont ils discutent ou encore à eux-mêmes. Ça répond à leurs besoins, leurs intérêts.
La deuxième chose, c'est un déficit au niveau de la communication non verbale. Là, ici, on entend surtout, là, ce qu'on voit beaucoup, c'est le contact visuel. Beaucoup de personnes vont dire, ah ben non, mais il n'est pas autiste, il m'a regardé dans les yeux. Il me regarde dans les yeux, c'est sûr qu'il n'est pas autiste. Et au-delà de ça, il n'y a pas juste le contact visuel, puis on apprend beaucoup aux enfants maintenant à regarder dans les yeux quand on parle, à établir le contact visuel. Fait qu'il y a une espèce de petite déformation aussi qui se fait. C'est pas simplement ne pas avoir de contact visuel, mais c'est également avoir de la difficulté à le maintenir puis à le moduler en fonction du sujet de la conversation ou de comment l'interaction évolue. Donc, ça fait partie aussi des déficits de la communication non verbale. La gestuelle, qu'est-ce que moi j'ai beaucoup, là, qui va être réduite plutôt chez les personnes qui sont atteintes du trouble du spectre de l'autisme. Puis des fois, on va voir que c'est un peu paradoxal. Par exemple, on voit des enfants qui ont des gros troubles de langage, qui ont de la misère à s'exprimer, puis qui vont souvent faire des crises. Mais ils vont avoir très peu développé leur langage non verbal, par exemple leurs expressions faciales ou leurs gestuelles pour venir compenser leur trouble de langage. Ça, c'est un indice qu'on peut avoir parfois de trouble du spectre de l'autisme chez certains enfants. Et le troisième critère, c'est la difficulté à établir et ou à entretenir des relations, que ce soit des relations amoureuses dans les cas plus légers des fois ou des relations amicales aussi. Souvent, les jeunes, les parents vont nous dire, là, il est vraiment maladroit socialement. Il sait pas comment s'y prendre. On dirait qu'il est immature socialement. Il va commencer par aller faire un contact physique avec la personne pour établir la relation, mais le jeune, il s'attend pas à ça, puis là, il va fuir, il va le rejeter. Ou il y en a qui vont plutôt commencer par attirer l'attention par la bataille ou en faisant des comportements qui sont plus dérangeants pour avoir l'attention des autres. Vous allez me dire, ouais, mais ça peut être bien d'autres choses qui expliquent ça. Bien, vous avez raison. C'est pour ça que ça prend plus qu'un critère pour établir le diagnostic. Parce que oui, un enfant qui a un trouble difficile de l'attention avec une hyperactivité pourrait aussi avoir des comportements comme ça pour tenter d'attirer l'attention. Un enfant qui a un trouble d'attachement puis qui a un attachement qui est insécure pourrait aussi avoir des comportements comme ça. C'est la raison pour laquelle on ne se fie pas sur une seule observation puis sur un seul critère pour établir le diagnostic. Ça, c'est le premier domaine. Ensuite, le deuxième domaine, ça nous prend 2 critères sur 4. Là, c'est plus là qu'on va rentrer dans le caractère restreint, répétitif des comportements, des intérêts et des activités. On voit surtout là, des atypies langagières et des comportements qui vont être stéréotypés. Un grand exemple de ça, c'est ce qu'on appelle l'écholalie. Le fait que les enfants vont venir répéter des mots, soit qu'ils viennent tout juste d'entendre ou qu'ils ont entendu au préalable. Des fois, on parle aussi d'expressions ou de phrases plaquées. Ils vont prendre des phrases d'émissions de télé ou que les parents ont dit, puis ils vont les répéter. Des fois dans le bon contexte, des fois totalement hors contexte. Ça va être plus parlant à ce moment-là. L'écholalie, le fait de répéter des mots, il faut faire attention parce qu'en bas âge, puis en particulier chez les enfants qui ont des troubles de langage, ben ça peut être normal. Ils peuvent répéter des mots dans le but d'apprendre. Mais on voit une distinction quand l'enfant répète des mots dans le but d'apprendre versus quand il fait juste répéter pour répéter. Donc, lorsqu'il répète, mais qu'il n'établit pas de lien avec l'adulte duquel il répète les mots dans le but de voir s'il a bien répété comme il faut ou qu'il ne va pas établir une interaction après avec la personne avec qui il est, oups, là, ça nous sonne une cloche que c'est peut-être plus une écholalie du trouble du spectre de l'autisme. Pour les comportements stéréotypés, vous avez sûrement déjà vu des enfants très heureux, puis ça, on en voit en bas âge, qui vont agiter les mains lorsqu'ils sont contents, qui vont sautiller sur place, qui vont tourner sur eux-mêmes. Jusqu'à un certain âge, c'est normal. C'est une façon d'exprimer leur excitation, leur joie. Mais quand rendu passé 3 ans, ça continue, ça persiste, et dans différents contextes, entre autres des contextes sociaux, où l'enfant va apprendre progressivement que, hop, peut-être qu'on peut le faire à la maison, mais peut-être qu'à la garderie, ça passe moins bien. C'est là, encore une fois, qu'on fait, hop, on pense peut-être plus à de l'autisme pour cette expression-là que à un comportement de la variante de la normale, etc. Donc, bref, c'est l'accumulation de signes et symptômes qui va nous guider sur la piste d'un trouble autistique. Ensuite, il y a les rigidités cognitives. Ça, on les voit beaucoup, puis on les voit pas juste chez les autistes. Les personnes anxieuses, c'est le number one des rigidités cognitives parce qu'on veut avoir le contrôle sur ce qu'on est capable d'avoir le contrôle dessus pour se rassurer. Ben, une personne qui est autiste pensait que tout ce qui est inconnu,
Tout ce qui est du changement, des transitions, des imprévus. On sort de la routine, c'est pas familier, c'est nouveau. Tout ça, c'est une grosse source d'anxiété. Ça entraîne beaucoup d'appréhension, ça leur gruge énormément d'énergie. Par conséquent, ils vont préférer quand ils ont le contrôle, quand ils vont être capables de savoir ce qui s'en vient, quand c'est prévisible. Ça, c'est beaucoup une piste, une clé d'intervention avec les individus atteints de troubles du spectre de l'autisme. C'est beaucoup comme ça que va se manifester leur rigidité cognitive. Ils n'aimeront pas le changement. Puis là, ben, ça entraîne des troubles de comportement parce qu'ils vont être rigides et ils vont s'opposer. Ils peuvent, à ce moment-là, s'opposer s'ils n'ont pas les capacités langagières nécessaires pour exprimer leur opposition. Ben, ils vont éclater. Puis, comme ils ont de la difficulté à bien comprendre leurs émotions internes, puis à bien les gérer, souvent la régulation émotionnelle est déficitaire, ça va se ressortir comment? Par des comportements extériorisés qui peuvent être problématiques. Et là, c'est là que souvent les troubles de comportement vont arriver. C'est plus dur à venir corriger une fois que c'est établi que si on essaye d'agir en prévention en amont. Dans les rigidité cognitive, indirectement, il y a aussi les intérêts fixes et restreints. Souvent aussi, les intérêts vont être qualifiés d'inhabituels, c'est-à-dire que les enfants ou toute personne autiste va avoir des intérêts très forts pour un domaine particulier qui n'intéresse pas soit la majorité de la population ou qui ne correspond pas à l'âge. C'est un sujet qui pourrait intéresser des enfants plus vieux ou au contraire plus jeunes. Ils vont devenir super bons, très connaisseurs dans leur domaine d'intérêt, mais pas nécessairement dans les autres domaines. Fait que des fois, les parents vont dire, hey, il y a une mémoire là, hors pair, il connaît toutes les marques de voitures, il peut tout nous décrire les composantes. Vraiment, il est exceptionnel, là. Il pourrait tout faire, là. Mais dans d'autres domaines, juste apprendre l'alphabet, ça peut devenir difficile. Ces intérêts-là, ils peuvent parfois être vus comme problématiques, mais il faut aussi les voir comme un levier d'action parce qu'on est capable de les utiliser pour faire apprendre toutes sortes d'autres choses aux enfants puis aux individus qui ont le trouble du spectre de l'autisme. C'est en fait leur intérêt à partir duquel ça va être plus facile d'intervenir. Puis finalement, ben, il y a l'aspect sensoriel. Souvent, l'aspect sensoriel va être difficile. Ils vont avoir des hyposensibilités pour certains points, des hypersensibilités pour d'autres aspects. Ça va varier d'une personne à l'autre. Par exemple, le toucher peut être très difficile à tolérer lorsqu'il vient de l'extérieur, mais eux-mêmes, aiment câliner les gens, toucher les gens quand ça vient de leur propre décision. Un peu la même chose avec le bruit. Les bruits trop forts, ils n'aimeront pas ça, ils ne toléreront pas, mais par exemple, si c'est eux qui produisent le bruit pour s'autoréguler, ça va être très fort et très constant. Il y a cette notion-là aussi de contrôle qui vient jouer ici. Comme je vous le mentionnais, il faut que ces symptômes-là soient présents dès les étapes précoces du développement. Mais attention, ils ne sont pas obligés d'être pleinement manifestes et donc d'être problématiques avant que les demandes sociales n'excèdent les capacités limitées de la personne, puis ils peuvent aussi être masqués par des stratégies qui ont été apprises. C'est pour ça qu'avec la nouvelle définition, le spectre est beaucoup plus large. Parce que oui, il y a beaucoup d'adultes et d'individus qui vont avoir pas d'atteinte intellectuelle, voire même une douance, et puis qui vont être capables de venir masquer leurs symptômes ou de compenser énormément sur le plan social jusqu'à ce que les demandes viennent excéder leurs capacités. Puis ça, je le répète, parce que souvent, à l'entrée à l'école, pour les petits garçons, entre autres, c'est là qu'on va voir plus de problèmes parce que les exigences sociales vont devenir plus importantes que lorsqu'il était à la maison ou à la garderie. Le cadre est plus rigide, il y a plus une structure qui est en place. Et là, souvent, c'est là que les problèmes de comportement ressortent, puis qu'on va vers des investigations supplémentaires pour essayer de voir pourquoi tout d'un coup, ça marche plus. Puis ça marche plus souvent partout. Pour parler de troubles, selon le manuel DSM-5, il faut qu'il y ait un dysfonctionnement ou encore une détresse chez l'individu. Donc, il faut que ça vienne nuire à son fonctionnement au quotidien. Sinon, on ne parle pas de trouble. En fait, je vous dirais, là, puis si on y pense nous-mêmes, tout le monde a des traits autistiques. Ça fait partie de nous. Comme tout le monde va avoir des traits anxieux, tout le monde peut avoir des traits dépressifs, mais on n'atteint pas nécessairement toujours le stade de trouble. Et c'est là que c'est important de comprendre la notion de dysfonctionnement puis de détresse. Comme je vous le mentionnais, ça peut être associé à d'autres atteintes. Ça peut être des troubles médicaux ou génétiques, on va en reparler tout à l'heure, d'autres enjeux du développement, particulièrement les troubles de langage ou encore les atteintes intellectuelles. Donc, HI, c'est pour handicap intellectuel.
qu'on appelait autrefois déficience intellectuelle, ou encore des troubles de santé mentale ou du comportement. Ensuite, on nous demande souvent de spécifier c'est quoi le niveau de sévérité. C'est-à-dire, le niveau de sévérité se traduit par niveau de soutien que l'individu va avoir besoin. Ça, c'est une photo momentanée qu'on prend de l'enfant au moment de l'évaluation. Donc, c'est pas coulé dans le béton. C'est possible que ça se modifie dans le temps. Puis, ils nous offrent vraiment beaucoup de niveaux. On a 3 niveaux pour décrire tout le spectre. C'est pas beaucoup pour aller couvrir tout un éventail de présentations, comme vous pouvez vous imaginer. Donc, ça nous arrive en pratique qu'on va dire, ben, le niveau, il y a trop d'autres facteurs confondants qui peuvent venir brouiller les cartes. C'est dur de dire c'est quoi le niveau de soutien spécifiquement pour les enjeux du trouble du spectre de l'autisme. Par conséquent, ben, on va plutôt faire une description qualitative du cas, du fonctionnement de l'individu pour chacun des domaines, plutôt que d'établir le niveau de soutien nécessaire pour chacun des domaines. Dans d'autres cas, on est capable de l'établir, mais on dit bien que ça correspond à un niveau estimé pour le trouble du spectre de l'autisme. Donc, on ne considère pas les comorbidités à ce moment-là et à un moment précis. Un niveau 1, c'est un enfant qui est capable de fonctionner avec un peu d'aide ou toute personne là, qui est capable de fonctionner avec un peu d'aide. Souvent, moi, je vais donner l'exemple que c'est un individu qui est capable, on va lui fournir quelques outils, puis il va être, une fois qu'on lui a montré comment les utiliser, il va fonctionner avec, ça ne paraîtra pas, il va bien aller. Un niveau 2, ça nécessite une aide importante. On signifie par là qu'on doit lui donner les outils puis l'accompagner un peu pour utiliser les outils. Puis, ultimement, il va devenir autonome avec ces outils-là. Il va rester des fois quelques petits endroits où ça va accrocher, qu'il va avoir besoin de plus d'accompagnement, mais globalement, il va bien fonctionner avec ça, avec l'outil et soutien. Puis le niveau 3, c'est que même si on fournit du soutien constant, puis tous les outils qu'on peut avoir sous la main, l'individu a encore de la difficulté à fonctionner dans la vie de tous les jours. Donc, ça nous arrive des fois de mettre des niveaux 1 vers 2 ou 2 vers 3, un peu comme des points 5, pour tenter de moduler les niveaux qu'on donne, là. Ça sert surtout, en fait, à informer les intervenants, je vous dirais, qui vont mettre en place des stratégies puis des plans d'intervention auprès des individus avec trouble du spectre de l'autisme que de vraiment être une définition comme telle. C'est pas tant un spécificateur que pour aider les intervenants par la suite. Bon, j'essaie de changer de diapositive. Parfait. Donc, je trouve important de mentionner que même si on essaye là, de présenter le spectre de l'autisme, on va l'appeler comme ça, comme linéaire, c'est pas le cas. On peut pas être beaucoup ou peu autiste. En fait, le trouble du spectre de l'autisme, on devrait plutôt le voir comme une mosaïque. Chaque personne va présenter des forces et des limitations dans les différents domaines dont on vient de parler. Puis ces forces et ces limitations-là, c'est important de bien les définir parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir mieux outiller la personne puis offrir des meilleures interventions. C'est comme ça, en fait, qu'on va pouvoir déterminer c'est où les zones de plus grande vulnérabilité, c'est où les zones où est-ce que l'enfant ou la personne, peu importe, a des forces pour utiliser ces forces-là pour venir contrer ou pour minimiser les zones de vulnérabilité ou de limitation. Donc, tout ça va agir de façon conjointe l'un avec l'autre. Est-ce que c'est fréquent? En fait, c'est une question vraiment difficile à définir parce que selon les études qu'on prend, dans lesquelles quelle population a été étudiée, c'était quoi les tranches d'âge, quels étaient les critères diagnostiques utilisés, ça va beaucoup varier. Selon le dernier estimé fait par la Société canadienne de pédiatrie, au Canada, ça serait un enfant sur 66, donc 1,5 % des enfants entre 5 et 17 ans qui présenteraient un trouble du spectre de l'autisme. Puis, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. En fait, actuellement, le ratio est de 4 pour 1. Actuellement et historiquement. Mais je vous dirais que c'est appelé à changer. C'est appelé à changer parce que de plus en plus, on est en train de mettre en lumière le profil féminin du trouble du spectre de l'autisme, ce qui est un grand débat, je dois vous avouer, dans la communauté scientifique. On va en reparler tout à l'heure, tout dépendant du temps disponible, peut-être plus dans la plénière. Mais c'est un grand débat à savoir
le profil féminin, est-ce une extension trop large de l'autisme ou pas? Mais néanmoins, le ratio tend à se minimiser. Est-ce qu'il y a vraiment une hausse des cas? Parce que, en effet, dans les 10 dernières années, les dernières décennies, il y a beaucoup plus de diagnostics, puis on en entend plus parler aussi. Certains auteurs parlent même d'un effet de contagion médiatique pour les diagnostics en croissance de troubles du spectre de l'autisme. Je vais vous donner mon opinion qui est partagée par certaines évidences du domaine. Tout d'abord, on se rappelle qu'il y a eu un très grand élargissement des critères diagnostiques. Donc, c'est sûr que si on élargit les critères, avant, c'était le trouble autistique. Maintenant, on parle du trouble du spectre de l'autisme. On a plusieurs catégories diagnostiques du DSM qui sont rentrées dans une seule et même catégorie maintenant. Donc, ces gens-là étant aussi diagnostiqués avant, s'ils consultaient, évidemment, mais avec des diagnostics différents. Deuxième chose, on a amélioré les techniques de dépistage et également les habiletés diagnostiques. Donc, maintenant, il y a plus de cliniques qui sont spécialisées dans le dépistage et le diagnostic pour le trouble du spectre de l'autisme. Entre autres, avec le programme Agir tôt, il y a même des questionnaires qui ont été faits spécifiquement pour les parents et pour les milieux de garde pour dépister plus tôt les enjeux du comportement ou les enjeux relationnels que pourraient avoir certains enfants. Parce qu'on a démontré que plus les interventions sont débutées précocement, meilleur va être le pronostic des enfants. Pourquoi? Parce que jusqu'à l'âge de 5 ans, puis même avant 3 ans surtout, le cerveau de l'enfant, on dit qu'il y a une plasticité cérébrale. Il est un peu, en effet, plastique. On peut venir jouer sur les connexions, en créer de nouvelles, faire des réseaux parallèles pour l'aider à avoir je vais vous dire, il va garder le même mode de raisonnement et de fonctionnement. Ça, c'est sûr, c'est sa façon d'être. Mais il va avoir développé des outils puis des stratégies, par contre, pour mieux comprendre le monde qui l'entoure. Des stratégies alternatives. Et plus c'est mis en place de façon précoce, ben meilleur risque d'être son fonctionnement et surtout son bien-être au niveau de sa santé mentale, à court et même à long terme. L'âge moyen au diagnostic, malgré qu'on se soit amélioré, reste autour de 4-5 ans. Mais il y a des signes identifiables chez une majorité d'enfants avant l'âge de 2 ans. On dit qu'à peu près 80% des enfants auraient des signes qu'on pourrait voir avant l'âge de 2 ans. Donc, ça, c'est une diapositive que je voulais vous mettre pour la différence entre les garçons et les filles, ou les femmes et les hommes. Il y a des caractéristiques communes au niveau du trouble du spectre de l'autisme qui vont rester les mêmes. Mais les femmes, les difficultés sociales vont souvent être davantage masquées. De base, les filles sont faites pour avoir des meilleures stratégies d'imitation sociale. Ils sont plus observatrices. Il y a une certaine pression de la société à correspondre à la masse pour les femmes, à rentrer dans un certain rôle. Et ça fait en sorte que les petites filles sont meilleures sur le plan social. Ils vont avoir des meilleures habiletés de communication, même sur le plan verbal et non verbal. Ils vont mieux imiter ce qu'ils perçoivent comme comportement extérieur socialement acceptable ou non. Leurs signes de trouble du spectre de l'autisme sont souvent plus subtils. Les intérêts forts vont être plus classiques. Ils vont aimer jouer à la poupée, ils vont aimer jouer à la cuisine, ils vont imiter maman faire le ménage. Ils vont reproduire des gestes de leurs parents. Donc, ça correspond un peu à la normalité. Aussi, leurs stéréotypies sont souvent plus discrètes. Ils vont jouer avec leurs mains, leurs doigts, ils vont avoir des rituels mentaux. Puis les comorbidités associées, donc les troubles associés, plutôt qu'être des troubles de comportement, c'est souvent plus internalisé. Donc, j'aime bien l'image, moi, de la roche dans le soulier. Donc, eux, ils vont avoir une roche dans leur soulier. Ça va être inconfortable pour eux, mais pas nécessairement pour leur entourage. Donc, ils vont avoir des troubles d'anxiété, de la dépression, des troubles des conduites alimentaires. Mais les petits garçons, eux, ont plus la roche à l'extérieur de leur soulier, puis ils vont la botter sur les autres. Donc, ils ont plus des troubles de comportement, de l'opposition, des tocs qu'on va pouvoir plus observer. Donc, la roche n'est pas à la même place. Donc, ça fait en sorte qu'on voit plus ou moins les signes autistiques. Puis les femmes, ben, souvent, comme les handicaps sont plus subtils, ben, ils reçoivent moins souvent le diagnostic de trouble du spectre de l'autisme.
mais plutôt des diagnostics de troubles de santé mentale. Beaucoup de femmes adultes vont avoir des diagnostics de maladies bipolaires, de troubles de personnalité limite, de dépression chronique, de troubles anxieux généralisés, avant que finalement, ben, on se rende compte que tout ça, c'est un trouble du spectre de l'autisme, mais qui a dégénéré en des atteintes mentales, genre de santé mentale comorbide pour la plupart. Donc, comme je le disais, malheureusement, même si on fait beaucoup d'efforts, les limites persistent souvent. Beaucoup de parents, moi, que je vais rencontrer, parce que moi, j'évalue les cas qui sont plus subtils, souvent, vont me dire, ben non, mon enfant, il est pas autiste, là. Ça ressemble pas du tout au garçon de Sophie Préjean puis Charles Lafortune. C'est pas pantoute Matisse, ça ressemble pas du tout. C'est comme encore l'image beaucoup qui est véhiculée. Puis malheureusement, dans les médias, dans les émissions de télé, lorsqu'on parle d'autisme, là, ben, il y a de plus en plus de télé-réalité ou tout ça qui vient adoucir le tout, mais ça reste des cas plus sévères qu'on va voir. Des cas qu'on peut voir comme si c'était des gens malades, tu sais, ils sont pas sociables, ils sont capricieux, ils font des cris, ils sont bizarres. Mais c'est tout le contraire. Tu sais, on parle de handicap dès qu'il y a une condition qui engendre un trouble de fonctionnement. Fait que c'est large, le mot handicap dans le domaine médical. Mais c'est ce qui permet, par contre, d'avoir des subventions puis des allocations. Entre autres, souvent, ce mot-là, handicap, va venir fâcher les parents quand ils doivent remplir les formulaires au fédéral ou au provincial. Le formulaire pour enfants handicapés. Donc, comme mon enfant, il n'est pas handicapé, il y a un trouble du spectre de l'autisme. Effectivement, le trouble du spectre de l'autisme n'est pas visible. Il manque pas un bras, il manque pas une jambe. Euh, Souvent, même, les enfants vont super bien fonctionner. Ils sont pas tous, ils n'ont pas tous des atteintes intellectuelles. Beaucoup sont doués, même, puis vont avoir de très fortes facultés intellectuelles, surtout dans des domaines ciblés. Ça fait, entre autres, dans le domaine de la programmation, ou de la comptabilité ou de l'astronomie, d'excellents individus pour travailler. Ils sont très minutieux, très rigoureux. Oui, ils sont différents. Ils sont pas nécessairement bizarres, mais ils sont différents dans leur façon d'agir. Puis quand on apprend à les comprendre, on se rend compte que dans le fond, ils sont pas si différents que ça. Euh, et ben, ils peuvent avoir des difficultés de comportement de santé mentale associées à leur handicap. Mais comme tout humain est unique, tout trouble du spectre de l'autisme, donc toute personne avec un trouble du spectre de l'autisme est unique. On fait beaucoup de généralisations, mais il faut faire attention à ces généralisations-là. Chaque enfant, chaque individu a ses propres caractéristiques. C'est important de les comprendre puis de les définir pour offrir les bons services puis permettre à la personne de bien évoluer. Ça vient d'où? Ça, malheureusement, même si j'aurais tout la bonté puis la vouloir du monde, je peux pas vous le dire. C'est multifactoriel, c'est hétérogène, probablement que c'est une interaction entre plusieurs anomalies génétiques ou familiales, plus héréditaires, mineures, qui font en sorte que cette interaction-là, entre les mutations génétiques et des facteurs extérieurs, qu'on appelle les facteurs de risque, va venir augmenter le seuil de vulnérabilité ou de susceptibilité d'un individu à développer, ou pas à développer, mais à présenter plutôt, je devrais dire, un trouble du spectre de l'autisme. Parce qu'on le développe pas, là, on l'a de naissance, c'est inné. Selon les études, il y aurait 10 à 30 des cas qui auraient clairement un facteur génétique ou héréditaire familial associé, particulièrement pour les cas chez les garçons et lorsqu'il y a un antécédent familial, surtout de premier degré. C'est pour ça que auprès des frères et sœurs des enfants qu'on diagnostique, nous, en clinique, on fait une surveillance plus intensifiée, puisqu'au lieu d'être de 1,5 le risque d'autisme est plus autour de 7 à 20 si on arrondit là, à ce niveau-là. Il y a aussi des anomalies génétiques qui sont spécifiquement associées à un plus grand risque d'autisme, comme le syndrome de X fragile, la sclérose tubéreuse de Bourneville, le syndrome de Rett, le Prader-Willi, et encore la mutation 16p11.2 qu'on rencontre de plus en plus dans nos rapports génétiques. Mais au-delà des gènes, il y a d'autres choses qui peuvent aussi venir influencer leur expression. Désolée, petite gorgée d'eau nécessaire. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Ça, c'est vraiment un domaine de recherche en croissant. On se rend compte que l'environnement dans lequel l'enfant va progresser, même in utero, dans le ventre de sa mère, va avoir une influence sur l'expression des gènes.
Donc, ça va modifier non pas le gène comme tel, mais la façon dont il s'exprime, puis l'influence qu'il va avoir sur le reste du développement de la personne. Il y a donc des facteurs de risque qui ont été identifiés, comme par exemple le fait d'avoir des parents plus âgés au moment de la conception, lors de la grossesse, l'obésité, le diabète ou l'hypertension maternelle, pardon, l'exposition in utero à certaines substances, tant des médicaments que des pesticides ou de la pollution atmosphérique, des infections chez la mère au moment de la grossesse, particulièrement la rubéole, puis un intervalle rapproché entre les grossesses, moins de 12 mois. Il y a aussi l'extrême prématurité, le petit poids de naissance qui ont été mis de l'avant comme des facteurs de risque. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux qui sont étudiés. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des signes précurseurs qu'on peut en fait mettre de l'avant, nous, en clinique, pour comme voir est-ce que c'est des signes évocateurs de troubles du spectre de l'autisme. Le plus important, c'est d'écouter les parents puis l'entourage de l'enfant. Ce qu'ils vont nous dire, là, c'est vraiment nos meilleurs outils. C'est les yeux puis les oreilles au quotidien. Dès qu'ils ont un doute, ça veut dire que ça vaut la peine de dépister, de référer aux besoins pour une évaluation plus spécifique. Avant 12 mois, souvent, on va parler d'enfants qui peuvent avoir des patrons moteurs atypiques, des retards moteurs, des troubles alimentaires, de sommeil. Il y a moins d'interactions sociales. Ils vont moins faire, par exemple, du babillage réciproque, le sourire social en réponse à un sourire de l'adulte. Le contact visuel il est plus difficile à établir ou à maintenir. Puis surtout, les parents vont nous décrire des enfants qui sont difficiles. Soit que des enfants qui sont irritables, qui vont être très réactifs à ce qui se passe dans leur environnement, ou au contraire, très passifs. Il pleure jamais, il dort, il mange, il fait ses besoins, c'est tout, là. Il est très, très passif, mon bébé. Fait que ça, souvent, c'est des choses qu'on peut avoir. Mais les manifestations plus typiques, ça va plus être vers l'âge de 12 à 24 mois que ça va arriver. Entre autres, on entend souvent parler de la régression autistique. Je sais pas si ça vous sonne des cloches. C'est-à-dire que c'est des enfants qui vont perdre des habiletés langagières, de communication et ou sociales qu'ils avaient acquises au cours des 2 premières années de vie souvent. Théoriquement, entre 18 et 24 mois. Les parents nous mentionnent des fois, ben oui, il parlait, il disait quelques mots, puis là, maintenant, pouf, il s'est remis à jargonner. Là, il dit plus de mots, il fait juste du jargon. C'est que ça, on voit ça des fois. Pourquoi c'est plus à partir de 12 à 24 mois qu'on voit les manifestations typiques? Ben, c'est parce que c'est là que le langage et les interactions sociales entrent plus en ligne de compte pour le fonctionnement de l'enfant au quotidien, pour exprimer ses besoins, pour explorer son environnement. On est moins dans la motricité uniquement, ce qu'on fait plus durant la première année de vie. On passe plus au deuxième aspect du développement qui est le langage, puis les interactions et les communications sociales. Selon les études, le marqueur hâtif le plus robuste, ça serait l'absence de réponse ou une réponse qui est fluctuante à l'appel de son prénom. Je vous avouerai qu'il faut savoir qu'il faut que ça s'accompagne de d'autres choses. Il y a bien d'autres éléments qui peuvent venir influencer la réponse là, à l'appel du prénom, mais ça serait, selon les études, le marqueur le plus robuste. Donc, ces diapos-là, en fait, je vais vous le laisser surtout à titre indicatif là, lorsqu'on rendra le PowerPoint disponible puisque je vois le temps s'écouler. Mais c'est certains signes d'appel qu'on peut voir par tranche d'âge. Donc, dans la petite enfance, avant que l'enfant entre à l'école, souvent les interactions sociales vont déjà être limitées, il va déjà manquer de réciprocité. La gestuelle va souvent être diminuée, ne viendra pas compenser les difficultés de langage. L'intérêt pour les autres va être moins grand. C'est un enfant qui aime mieux jouer tout seul, qui est souvent dans son monde, qui tente pas nécessairement d'aller communiquer avec les autres. Ensuite, ben, à l'âge préscolaire et scolaire, des fois, on va avoir des attitudes de langage qui persistent. Puis là, les problèmes de comportement deviennent plus évidents, comme je mentionnais tout à l'heure, plus faible tolérance, entre autres, aux changements, aux imprévus, transitions, nouveautés. Leurs réactions peuvent être inattendues parfois ou des fois disproportionnées par rapport à la situation qui se produit. Puis, lorsqu'on arrive à l'adolescence, ben, c'est là qu'on va voir plus les rigidités cognitives qui viennent souvent avec des enjeux d'anxiété, puis des difficultés de langage différentes, c'est-à-dire des difficultés de compréhension, mais plus sur l'aspect de pensée concrète. Donc, j'appelle aussi beaucoup ces patients-là mes symptômes. Il faut qu'ils le voient pour le croire. S'ils le voient pas, ça n'existe pas. Donc, une pensée qui est très concrète et non pas abstraite.
Donc, tout ce qui va être les non-dits, les blagues, l'humour, le sarcasme, l'ironie, ils peuvent mal le percevoir, mal l'interpréter, le voir comme des persécutions même. Et puis ça peut engendrer des problèmes de comportement ou d'estime de soi par la suite. Mais ça s'apprend, ça s'apprend. Donc, le processus diagnostique peut être long. Ben, c'est surtout l'attente qui va être longue, je vous dirais. Idéalement, l'évaluation se fait par une équipe multidisciplinaire parce que le diagnostic à ce jour peut être posé soit par un médecin, pas nécessairement un médecin spécialiste, là, un médecin at large, un psychologue ou un neuropsychologue, ou quelquefois, là, de plus en plus, par des infirmières praticiennes spécialisées en santé mentale, un domaine qui est en émergence. Il n'existe pas, comme je vous mentionnais, de biomarqueur diagnostic. Le diagnostic est clinique, qui se fait sur l'observation des questionnaires, des outils standardisés qu'on peut faire, tels que l'ADOS 2. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est un peu un protocole qu'on utilise en clinique qui a été très étudié, dans lequel on met l'enfant dans des situations sociales bien précises pour voir ses habiletés à différents niveaux, pour faire ressortir des aspects spécifiques qui correspondent aux critères diagnostiques du DSM. L'évaluation, une fois que l'hypothèse est soulevée, devrait idéalement se faire dans un délai de 3 à 6 mois pour éviter que ça engendre de l'inquiétude, des appréhensions chez les parents, chez l'entourage. Mais c'est parfois et même souvent très difficile de respecter ce délai-là. Notre but, c'est de poser un diagnostic définitif en venant voir, bon, est-ce que ça pourrait être d'autres choses qui expliquent la présentation qu'on a devant nous, ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, ou est-ce qu'il pourrait y avoir des comorbidités, c'est-à-dire des co-diagnostics, si on veut, d'autres conditions associées. Des fois, c'est trop difficile de comment faut dire ça, de bien faire la distinction entre les manifestations. Est-ce que c'est vraiment de l'autisme? Est-ce qu'il peut y avoir l'influence de d'autres facteurs? Des fois, il faut juste se laisser du temps. Notre meilleur outil en pédiatrie de développement puis en développement at large, c'est le temps. L'évolution. Comment ça évolue dans le temps quand on fournit les interventions? Donc, souvent, on veut que simplement avec une hypothèse, on puisse déjà avoir des interventions. Puis nous, on revoit l'enfant après 1 ou 2 ans. On en a cherché des sources d'informations complémentaires après qu'il y ait eu de l'intervention. Puis souvent, le tableau est plus clair. On est capable de mieux intervenir et de mieux voir pour poser un diagnostic définitif. Puis enfin, on tente d'établir, comme je vous disais, le niveau de sévérité, mais surtout de faire une description qualitative des besoins. Parce que ces fameux niveaux de sévérité, sachez qu'ils ne sont pas requis pour le classement scolaire. Ils sont pas requis pour obtenir des services. Ils sont pas requis pour obtenir des allocations gouvernementales. C'est vraiment la description des atteintes et de l'impact des atteintes qui va être nécessaire pour ces différents aspects. Donc, les comorbidités, c'est plus légion courante qu'une exception avec le trouble du spectre de l'autisme. En fait, on s'aperçoit de plus en plus dans les études qu'on devrait plutôt parler d'un profil neurodéveloppemental autistique, encore plus que d'un spectre du trouble de l'autisme. Moi, je suis obligée, comme spécialiste, de faire une liste d'épicerie parce que chaque diagnostic a comme un peu son code barre qui va permettre à l'école d'avoir des sous ou à la garderie d'avoir des sous, aux parents d'avoir de l'argent, des allocations, des crédits d'impôt, etc., des services. Mais classiquement, ça serait encore mieux si je pourrais juste décrire le fonctionnement, les besoins de l'enfant et de sa famille. On dit qu'il y a à peu près au moins, en fait, 40 des individus autistes qui ont un co-diagnostic, puis il y en a au-delà de 20 qui en ont 2 et plus. Parmi ceux-ci, on dit qu'ils ont 3 fois plus de risques d'avoir une atteinte de la santé mentale, particulièrement à partir de l'adolescence, lorsque vient la période d'identification de soi, d'atteinte d'indépendance puis d'autonomie. Parmi les plus fréquents, on a le TDAH. Ça, c'est très variable. Ça va de 10 à 70 dans les études. Donc, le trouble déficit de l'attention. L'anxiété, autour de 30 les troubles de l'humeur, ça peut aller après 10 à 20 on a également les troubles moteurs, comme le trouble développemental de la coordination, les tics, qui peuvent aussi correspondre au syndrome de Gilles de la Tourette, les troubles d'apprentissage, autour de 10 à 20 aussi, tout comme les troubles de langage, différents enjeux médicaux,
Donc, souvent, en fait, on va dire que les enfants autistes ont de la difficulté au niveau gastro-intestinal, au niveau alimentaire, du sommeil. Puis c'est en lien, entre autres, avec leur modification, leur modulation sensorielle dont on a parlé tout à l'heure. Donc, la réaction aux textures, la réaction au bruit, etc. Les atteintes intellectuelles comme le handicap intellectuel, puis les problèmes de comportement, aussi autour de 30. Je voulais aussi vous faire un petit aparté en disant qu'il y a d'autres facteurs qui viennent influencer le comportement. Au-delà, c'est pas toujours un trouble du comportement en tant que tel. Des fois, c'est juste une réactivité du comportement à une situation. Puis, entre autres, l'adolescence puis le début de la puberté est une cause fréquente d'un peu de régression du développement chez les individus autistes. Donc, où est-ce que ça va devenir plus difficile alors qu'on avait atteint une certaine stabilité. Donc, l'autisme, c'est comme si on pourrait voir ça comme un peu une roue, aussi comme au centre un peu du cercle, puis autour se greffent d'autres conditions qui peuvent être juste des traits, comme ça peut être un trait de déficit de l'attention, sans être un trouble nécessairement, ou ça peut atteindre le stade de trouble. Donc, on a le TDAH, trouble de l'attention, on a des problèmes de comportement qui ne sont pas nécessairement des troubles, ça peut également être des traits, des enjeux de santé mentale, autant l'anxiété que sur le plan de l'humeur, des atteintes cognitives qui peuvent aller de difficultés d'apprentissage aux troubles du développement intellectuel ou handicap intellectuel, ou des tics, des TOC, des rituels qui peuvent aussi être présents. Par TOC, on entend le trouble obsessionnel compulsif. Ça peut être des traits comme un trouble. Bref, on se questionne de plus en plus à savoir s'il n'y aurait pas une origine commune. Parce que souvent, quand on observe entre autres des mutations génétiques, on voit que les mêmes mutations se retrouvent chez les individus avec trouble du spectre de l'autisme, avec TDAH. On retrouve les mêmes aussi mutations avec les handicaps intellectuels. Donc, ça vient se recouper. Fait qu'on pense que c'est vraiment des chevauchements entre certaines anomalies génétiques, puis tout dépendant de l'environnement, de l'influence extérieure dans laquelle ils ont cru qu'ils ont grandi, vont s'exprimer de différentes façons, à différentes intensités. Puis de ça, sous-tend d'autres enjeux éventuellement, comme des problèmes de comportement, de santé mentale, des difficultés de sommeil, des enjeux alimentaires ou de modulation sensorielle. Qu'est-ce qu'on fait après le diagnostic? Ça, c'est souvent une grande question que j'ai des familles. D'abord, la première chose, la Fédération québécoise pour l'autisme est un site Internet qui regorge d'outils. Il y a une zone outils, ressources dans lesquelles vous pouvez aller chercher, autant pour vous que pour votre entourage ou pour des patients, clients, différents outils. Parce que qu'est-ce qui est important, c'est de venir évaluer les besoins de la famille. Oui, de la personne elle-même qui est atteinte du diagnostic, mais aussi de toute la famille. On a besoin d'informations complémentaires, de soutien psychosocial, de répit, d'accompagnement, de soutien financier. Souvent, on va sous-estimer, en fait, l'importance de soutien par le milieu, par l'entourage, alors que c'est les principaux intervenants auprès de l'enfant ou de la personne autiste. Si l'entourage est présent et fort, ben souvent, ça va mieux évoluer, puis on a un meilleur pronostic fonctionnel que si l'entourage est problématique ou a de la difficulté à gérer l'enfant ou la personne autiste. Pour trouver des services, la première chose, souvent, de faire une demande de service à l'accueil psychosocial de votre CIS via le programme et services des IPSA qui existent partout là, au Québec avec des niveaux de facilité d'accès variables, par contre, et de mettre en place des interventions puis une éducation qui est adaptée aux besoins particuliers et au potentiel de chacun. Il existe aussi différentes ressources communautaires. Comme ici en Montérégie où je travaille, il y a Autisme Montérégie, qui est une ressource clé vraiment pour les parents. Il y en existe d'autres aussi, là. Je pense qu'il y a SOS Autisme, des choses comme ça qui sont présentes dans le milieu. Puis il y a des services privés aussi qui sont disponibles pour les parents, surtout qui ont des assurances, qui ont les moyens de se l'offrir. Certaines ressources à connaître, comme par exemple l'Office des personnes handicapées du Québec, le protecteur du citoyen, la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, le protecteur de l'élève, puis différents groupes de discussion pour les parents, l'entourage ou même les intervenants qui sont accessibles là, sur le web. Puis finalement, c'est de venir gérer puis adapter son quotidien. Il faut vraiment apprendre à connaître comme il faut quelles sont les forces, les intérêts et les limitations de notre enfant, de l'individu comme tel, pour respecter son rythme, se renseigner sur les méthodes éducatives possibles en restant cohérent.
C'est vraiment là la clé, la cohérence puis la constance. Ça peut être difficile dans nos milieux où les intervenants, le système, la façon de faire change constamment. Donc, ça peut être très dur pour ces personnes de bien s'ancrer, trouver leurs racines. Puis, essayer d'agir en amont, d'anticiper les changements, les transitions, etc. Donc, autisme, comme je disais, la Fédération québécoise pour l'autisme a mis en place différents outils, dont les premières démarches après le diagnostic. Je vous ai déjà mentionné de faire attention à l'entourage, d'en prendre grand soin, entre autres les parents. Il existe là un répertoire, une bonne étude qui a été faite là, de l'Observatoire des réalités familiales du Québec, qui a été mis en ligne là, récemment en 2023, qui renseigne beaucoup sur comment les parents vivent la période durant l'évaluation puis la période de transition. Pour les intervenants, c'est une ressource qui est intéressante à connaître. En ce qui a trait aux allocations, je ne suis pas la plus grande des spécialistes. Je peux vous raconter, faire dresser les grandes lignes. Donc, il existe des crédits d'impôt non remboursables aux deux niveaux, au niveau provincial et au niveau fédéral. Au niveau provincial, il y a également le supplément pour enfants handicapés qui est géré par la Régie des rentes ou Revenu Québec, Retraite Québec. C'est un montant fixe qui est non imposable, qui est indépendant de la sévérité du handicap. Ça prend le diagnostic formel pour porter le diagnostic. Puis, il faut démontrer que ce diagnostic-là va venir limiter, oh, pardon, je vais revenir en arrière, parfait, va venir limiter là, de façon importante la personne dans ses activités quotidiennes. Pour le fédéral, on a des prestations pour enfants handicapés qui est géré par l'Agence de revenus du Canada. Ça, c'est fait via le fameux formulaire T2201 qui ont un peu compliqué, allongé là, dans les dernières années. C'est seulement pour les familles à faible et moyens revenus et ça peut aller jusqu'à un certain montant par mois qui peut varier selon la sévérité du handicap qui est décrit dans le formulaire. Donc, encore une fois, la Fédération québécoise de l'autisme a établi des guides pour vous aider. Entre autres, des guides pour vous aider à remplir les formulaires comme parent ou comme intervenant. Moi, je dis toujours, là, autant aux parents qu'aux intervenants, l'important, c'est de mettre l'emphase sur l'impact. Il faut décrire, puis il faut beurrer épais sur l'impact que ça a autant pour l'enfant que pour l'entourage. Décrire vraiment c'est quoi ses limitations, c'est quoi ses besoins, puis aller au-delà de simplement le diagnostic d'autisme. Y a-t-il des atteintes langagières associées? Y a-t-il des atteintes moteurs associées? Est-ce que ça le limite dans son autonomie? Est-ce qu'il a besoin de soutien pour ses activités de la vie quotidienne et domestique en raison de ça? Quelles sont les autres atteintes connexes? Y a-t-il des difficultés à cause de l'alimentation parce qu'il y a une hypersensibilité aux textures? Puis là, ça crée des enjeux de croissance. Y a-t-il des difficultés de sommeil à un point tel que ça atteint sa concentration puis son comportement? Donc, etc. C'est important de l'en mettre le plus possible. Donc, comme je disais, la Fédération a établi un document pour vous aider et les formulaires peuvent être remplis directement en PDF sur Internet. Finalement, je voulais aussi vous renseigner sur le régime enregistré d'épargne invalidité ou le REEI, qui est un peu comme un régime d'épargne-études pour les enfants qui ne vont pas nécessairement atteindre des études postsecondaires, mais qui leur permet d'avoir accès là, à des économies, et ce tout au long de leur vie. Les personnes sont invitées à s'enseigner auprès de leur conseiller financier ou de leur comptable là, à ce sujet-là. Sachez qu'on peut par contre évaluer l'admissibilité de notre enfant directement en ligne via un bref questionnaire. Les interventions qui sont démontrées les plus efficaces jusqu'à présent, c'est vraiment les thérapies comportementales et développementales. Comme je vous le disais, plus qu'ils sont établis de façon précoce, meilleur est le pronostic. Souvent, on va vouloir une équipe multidisciplinaire pour répondre aux différents besoins de l'enfant, mais principalement, c'est l'éducation spécialisée et la psychoéducation qui vont être le plus utiles. On veut que ce soit des interventions actives, interactives, que les parents soient impliqués, que les milieux de vie comme la garderie, l'école soient impliqués avec des méthodes semblables qui sont cohérentes et les mêmes objectifs pour tous. Puis que ça soit intégré aux routines. Comme ça favorise l'acquisition et la généralisation des acquis. Il existe entre autres comme méthode ce qu'on appelle l'ABA, surtout pour les plus jeunes enfants, donc l'Applied Behavior Analysis, où on vient analyser les comportements de l'enfant. Et il y a également les stratégies développementales qu'on appelle, qui va être de mettre en place des apprentissages systématiques de différents acquis, entre autres au niveau de la communication, des interactions sociales qu'on fait dans les différents environnements au milieu de vie de l'enfant.
pour favoriser encore une fois la généralisation. Il s'agit ici bon, d'une image que je trouve fort utile, qui renseigne bien par contre sur le fait qu'il faut savoir doser nos interventions. Un individu autiste, ou peut-être toute personne, on a comme notre batterie personnelle. Il y a des choses qui nous permettent de venir recharger notre batterie, puis il y a des choses qui viennent la décharger. Mais une personne autiste n'a pas nécessairement les dépenses d'énergie les plus importantes au même endroit qu'un individu qu'on va dire neurotypique. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'état de surcharge. Quand on est en état de surcharge, notre batterie d'énergie est à terre. Ça devient dur à ce moment-là pour l'individu de se réguler et de mettre en place des stratégies pour remplir sa batterie à nouveau, regagner de l'énergie pour bien fonctionner. Donc, il faut éviter d'atteindre cet état-là puis agir en amont. Je trouve toujours intéressant, là, avec surtout les patients plus vieux que je rencontre, de faire leur propre batterie. C'est quoi, toi, qui te fait perdre de l'énergie, puis c'est quoi qui t'en donne? Est-ce que de jouer aux jeux vidéo ou de t'isoler dans ta chambre pendant 20 minutes, là, ça te donne de l'énergie versus aller au centre d'achat ou aller faire l'épicerie, ça te vide, là, il y a trop de stimuli. Par exemple, moi, c'est le Costco. Ça me vide vraiment. Après, je suis morte. Mais ça dépend déjà d'un individu à l'autre. Tu peux avoir des choses qui diminuent puis reprend leur énergie d'une portion. Fait que c'est important de l'avoir en tête. Finalement, le pronostic. Ben, le pronostic est relativement stable dans le temps. Parce que je vous l'ai dit, c'est une condition qui est plus une façon d'être qu'une condition comme telle. Donc, ça se guérit pas parce que c'est un trouble, c'est pas une maladie. Mais il y a des progrès qui sont possibles avec les interventions. Le meilleur facteur ou marqueur pronostic, c'est vraiment la précocité des interventions. Idéalement, elle débuterait avant 2-3 ans. Avec simplement une hypothèse, on voudrait déjà que des interventions soient mises en place. Puis selon les études, les meilleurs indicateurs du pronostic fonctionnel à long terme, c'est les capacités verbales, puis le niveau d'intelligence, si on peut dire le QI avant l'âge de 5 ans. Et l'évolution est par contre hétérogène. La plupart, bon, comme je disais, c'est pas mal la même intensité que ça va demeurer. Certains vont s'améliorer, puis d'autres cas se détériorent, entre autres, durant la période de la puberté puis de l'adolescence. C'est vraiment une période déterminante. Autant l'individu va avoir des changements physiques auxquels il va devoir s'adapter, il y a des changements psychologiques qui se font, puis des changements hormonaux. Et c'est une période d'identification où, de façon naturelle, l'être humain va vouloir correspondre à la masse. Mais malheureusement, on n'est pas nécessairement comme la majorité des gens. On ne correspond pas nécessairement à la masse. Et là, ça peut engendrer des problèmes de santé mentale qui, on observe, persistent et perdurent à l'âge adulte. Il y a quelques cas qui s'améliorent, mais la majorité, c'est une période un peu plus difficile. Donc, ça vient décrire, en gros, là, faire le tour du trouble du spectre de l'autisme, qui est un trouble neurodéveloppemental, comme vous êtes, permanent, hétérogène, défini par des déficits au niveau de la communication, des interactions sociales, puis un mode répétitif et restreint des comportements et des intérêts, avec de fréquentes comorbidités. C'est important de dépister, d'intervenir rapidement parce que plus qu'on évalue et qu'on intervient précocement, meilleur est le pronostic. Par contre, pour faire le diagnostic, on n'a pas de prise de sang, d'imagerie, de formule magique. Il faut se fier sur des critères, puis surtout sur le jugement clinique. On a certains outils qui nous aident, mais qui ne sont pas des marqueurs diagnostiques. Ça ne fait pas un diagnostic, ça nous oriente. Puis l'approche multidisciplinaire est ce qu'il y a de plus recommandé. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'ai un peu dépassé, mais en répondant en même temps à certaines questions reçues. Et je voulais vous dire, bon, vous allez aussi avoir accès à différentes ressources pour approfondir vos lectures, vos connaissances, vos besoins qui sont dans le PowerPoint. Et ça, c'est une petite slide que je voulais juste vous laisser parce que c'est ce que les enfants autistes voudraient que vous sachiez. Je trouve que c'est de belles réflexions à avoir comme adulte, puis également comme intervenant euh, par rapport à comment on peut penser différemment l'un de l'autre. Donc, vous pourrez là, le lire à tête reposée une fois le diapositive est disponible. Je veux maintenant laisser place à vos questions. D'abord, je pourrais prendre certaines mains levées, puis aux questions dans le chat, puis ensuite poursuivre avec les questions qui m'avaient déjà été posées, puis voir si ça ne pourrait pas entrecouper certaines de vos questions déjà. Est-ce que, Daniel, on voulait voir peut-être si les mains levées sont des questions distinctes, puis si ça correspond déjà aux questions que j'avais, je le poursuivrai, et sinon, je répondrai tout de suite.
Pardon. Il y a Cathy qui a une main levée. Parfait. Bon. Je vais garder Ah, mon diapositive en ce sens que OK. J'ai je une question ici. Vers qui on peut s'orienter pour faire évaluer notre cocotte que son médecin n'est ouvert à voyons, à l'évaluer car s'en va à sa retraite. C'est ça, elle veut savoir vers où s'orienter parce que son médecin s'en va à la retraite. Est-ce qu'il y a un Ça, endroit c'est particulier? une bonne question. En fait, de prime abord, il faut savoir que ça va dépendre de l'âge de l'enfant. Si l'enfant n'est pas encore en âge scolaire, à ce moment-là, il peut être référé vers les programmes Agirto. Donc, c'est vraiment l'accueil psychosocial au niveau du CLSC où on va aller vers la branche Agirto. Puis c'est là qu'il va pouvoir y avoir une bonne orientation, puis une évaluation qui va être mise en place. Quand les enfants sont plus vieux, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que ça va être plus par la pédopsychiatrie que ça peut passer ou la pédiatrie du développement si on est dans la région plus, une région plus universitaire, métropolitaine, comme à Québec ou à Montréal, les environs peuvent avoir. Mais OK. d'emblée, la référence au CLSC est quand même pas mal bonne, peu importe l'âge, parce que sinon, ils peuvent être référés en santé mentale jeunesse, des choses comme ça, puis réorientés par la suite. OK. Il y a Roxane qui aurait une question. Oui, tout à fait, on pourrait Voilà, demander. je te laisse. Oui, allô. Bonjour. Ben, merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment très, très intéressant. Je voulais juste voir parce que c'est au niveau des critères diagnostiques, là, c'est un peu nouveau, là, ben nouveau. C'est relatif nouveau, là, mais versus anciennement la nomenclature, le TED. Mettons qu'un enfant remplit tous les critères des deux domaines, mais on parle pas nécessairement de dysfonctionnement ou de détresse pour l'enfant. Est-ce qu'il peut avoir quand même le diagnostic ou ça prend absolument cet élément-là pour avoir le diagnostic? C'est une très bonne question. En fait, ça demeure un peu large ce qu'est un dysfonctionnement ou une détresse. Il faut savoir que ça peut être pour l'enfant ou encore pour l'entourage de l'enfant. Donc, OK. par exemple, si la famille doit faire plein d'adaptations, plein d'exceptions pour que l'enfant fonctionne, que quand on fait des sorties à l'extérieur, la famille doit se limiter aux sorties, on va pas n'importe où, on doit mettre des mesures en place, puis là, l'enfant, il va bien, puis il n'y a pas de détresse, puis il fonctionne bien dans ce contexte-là. Ben, on peut quand même venir établir notre diagnostic puisqu'on a notre critère de Donc, ça. dysfonctionnement OK. ou de détresse au niveau de l'entourage. Parfois, comme je le disais, on ne pourra pas porter de diagnostic tout de suite justement parce qu'on n'a pas ce critère-là. Mais quand les exigences sociales deviennent plus importantes, ben là, quand on réévalue, on a atteint notre critère de dysfonctionnement, malheureusement souvent à l'entrée à l'école, Ouais. qui est un moment assez charnière là, pour beaucoup d'enfants que c'est là qu'on va voir plus les dysfonctionnements apparaître. Mais c'est important de voir que les mesures qui sont mises en place par l'entourage puis les interventions qui sont là peuvent parfois être un signe que s'ils sont pas là, là, Mm. l'enfant va avoir un dysfonctionnement. Mais que comme ils ont été mis en place, ben ça paraît pas, ça fonctionne bien. Mhm. Parfait. Merci. De rien. Autrement, ce que je vois, on demande si on peut avoir les diapos. Oui, ben, je crois que Oui, 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 j'ai la FedEx, c'est volonté de les ça. rendre disponibles. Oui. Puis l'enregistrement également, vous avez dit que tout était beau là-dessus, puis tout le monde avait été d'accord. Là, je revois. Donc, J'avais ici, une petite bonjour. question, si tu permets, Daniel. Vas-y. J'aimerais demander, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être ajoutées des collègues qui ne seraient pas enregistrés, inscrits, et je n'aurais pas leur courriel, donc je ne pourrais pas faire le suivi pour envoyer la présentation. Donc, j'aimerais peut-être, si vous voulez, vous identifier. Puis j'ai aussi Tammy 123, 1223. Si vous voulez vous identifier dans le chat ou à tout le moins me donner votre courriel pour que je puisse faire les suivis, par la suite. Vous pouvez Merci. même le partager en privé, vos coordonnées, Oui, si vous le c'est désirez. c'est ça. Peut-être qu'il serait possible également de mettre l'adresse courriel de l'association, puis que les gens pourraient écrire un courriel s'ils veulent pas aussi le rendre Oui, ben, c'est public, ça, là. dans le chat, ils peuvent me parler en privé, Ah, m'écrire parfait. en privé, C'est ça. s'ils veulent s'identifier afin que je puisse faire le suivi. Sinon, j'enverrai la présentation, en tout cas, un courriel à tous les participants là, pour la présentation ainsi que la rediffusion.
Mais C'est merci ça. beaucoup. Eh bien, je C'est peux peut-être aller avec la portion comme déjà un petit peu préparée, puisque j'avais reçu, puis merci d'ailleurs, là, certaines questions au préalable. Ah, je vois qu'il y a une main levée, par exemple. Fait Oui, qu'on peut Cathy. commencer par la main levée. Il y avait Cathy. Ah, vous êtes peut-être sur mute, je vous entends pas. Pourtant, je vois que vous n'êtes pas sur mute. Ah, ben. Pouvez-vous la poser dans le chat? Je pourrais la lire. En attendant, attendez, il y a Madame Filion, Annie Filion également, que Oui, la main levée. oui, Madame Fillon. Allô? Oui, bonjour, Oui. je vous entends. Est-ce que, parce que là, je pense que Annie Fillon devait Ah, parler, mais je ne sais pas si ah, ben moi, là, ça Cathy, oui, je vous fonctionne. entends. Je vous Ah, entends, Madame Cathy. OK, Oui, parfait. allez-y. Dans votre présentation, fait que je comprends, c'est rassurant. Je comprends on va voir le PowerPoint. Fait que c'est vraiment rassurant parce que là, j'essayais de prendre des notes, mais je n'ai pas réussi complètement. C'est très difficile de recevoir des services. Je pense que vous l'avez nommé. Euh, Vous avez nommé aussi que souvent l'alternative, c'est d'aller chercher des services au privé, mais je ne les connais pas. Fait que dans le fond, moi, je fais affaire avec Autisme Montérégie. Euh, je m'explique, là, je suis travailleuse sociale, mais j'ai aussi un enfant handicapé. Fait que dans le fond, on reçoit des services. C'est très long l'attente pour recevoir des services au niveau du public. Là. C'est genre plusieurs années d'attente. Fait que est-ce que vous détaillez votre liste de ressources dans votre PowerPoint ou je me trompe? Pas nécessairement parce que les ressources sont variables d'une région à l'autre et ça varie beaucoup d'un CIS, donc d'un CIS administratif à un autre. Je voudrais que même en Montérégie, on fonctionne pas pareil entre Montérégie Est, Ouest et Centre pour donner des services aux trois endroits, là. Donc, OK. c'est quand même pas évident pour moi de y aller de façon générale. Je voudrais que si vous êtes déjà en collaboration avec Autisme Montérégie, ça risque d'être votre meilleure source parce que eux, ils vont être en mesure de vous orienter, puis vraiment de vous guider dans ce qui est disponible dans le milieu au maximum là, de leur capacité. Euh, Sinon, ben, effectivement, l'attente au public est longue, surtout pour les enfants qui ont passé l'âge préscolaire. Parce que la façon dont le système est fait actuellement, c'est qu'après l'âge préscolaire, dès on atteint l'âge scolaire, les services sont donnés par le système scolaire. Mais on connaît là, la plénitude de services qui est possible, hein, comment nos écoles vont bien. Alors, comme ça va aussi bien dans les écoles que dans le milieu de la santé, ben, on a de la misère à fournir ces services-là. Donc, ça fait en sorte que ça devient à un moment donné difficile de le donner à tout le monde. Puis aussi, il n'y a peut-être pas le même emphase qui est mis par rapport aux interventions pour le trouble du spectre de l'autisme ou autres troubles du neurodéveloppement, dépendamment de la région du Québec. Je voudrais qu'en Montérégie, on est quand même gâtés. Avec le ministre Carman qu'on a eu comme représentant, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, il y a beaucoup de services quand même si l'attente demeure longue on a plus de services et une meilleure compréhension que peut-être dans d'autres régions où là, vraiment, il y en a presque pas, là, ou quasiment pas. La compréhension n'est pas toujours la même. Donc, c'est difficile pour moi de donner une réponse bien précise là-dessus. Par contre, aller sur la Fédération québécoise de l'autisme ou le Réseau national d'expertise du trouble du spectre de l'autisme, là, eux peuvent donner même des ressources. Vous pouvez les appeler, ils peuvent vous orienter. Puis ils peuvent aussi aider, puis c'est pour ça que je le nommais. Par exemple, là, le protecteur de l'élève ou le protecteur du citoyen qui, eux, si jamais on n'arrive pas à trouver de service ou que c'est trop long ou qu'à l'école, ils veulent pas mettre telle ou telle mesure puis que l'enfant fonctionne pas, ça marche pas, c'est trop difficile, on comprend pas bien, on peut faire appel à eux. Ils sont là OK. pour ça, pour Mais défendre les individus.
Mais effectivement, je vais vous avouer, j'ai eu une super bonne expérience avec la curatelle. Dans le fond, j'ai eu droit à la mesure d'assistance pour personnes handicapées. Fait que c'est moi qui, comme la tutrice de Oui. ma fille, ça a vraiment été très bien. On a été vraiment bien accompagnés. Vraiment chapeau Hum, à la curatelle. Puis il semblerait que c'est un nouveau programme, là, le oui. programme d'assistance. Fait que vraiment chapeau. Puis je le recommande fortement, là. Oui, ça fait pas Ça m'a longtemps que ça a été permis mis en place. de contacter tous les gens parce que, tu sais, rendu à un certain âge, on n'a plus le droit, à 14 ans et Oui. plus, on n'a plus le droit de contacter personne. Fait que ça m'a donné une certaine légitimité. Fait que ça a vraiment beaucoup aidé dans toutes ces problématiques qui sont énormes, là. Fait que chapeau, puis je vous le recommande d'en faire la publicité, là. C'est vrai. Très bonne chose. Bien souvent, moi, je vais dire de ne pas oublier aux parents et aux familles, à l'entourage, qu'ils deviennent des proches aidants. Et que Mhm. par conséquent, ils répondent aux critères de proche aidant au même titre que quelqu'un qui va aider sa mère ou son père qui serait malade ou son conjoint, sa femme. C'est la même chose. Vous Mm. devenez, oui, parce que comme c'est le rôle de parent, on a souvent moins l'impression qu'on est proche aidant, mais ne pas oublier, on est proche aidant en étant parent. Et donc, on a le droit à ces mesures-là. Merci. C'est une très belle présentation. Merci. Bien, merci pour votre question. Il y a toujours la main de Madame Oui, Annie Filion. Je ne sais pas si elle est avec nous. je crois que oui. Non, ok. Puis j'ai pas d'autres questions dans le clavardage. OK. J'avais vu que le mute était retiré. Madame Fillon, est-ce que vous voulez poser votre question? Ah, Je n'entends pas. Du moins, vous pouvez la mettre dans le clavardage si jamais euh, cela est possible. Pendant ce temps-là, moi, je vais poursuivre avec des questions que j'avais déjà reçues. C'est peut-être que ça va répondre à d'autres questions. Je vais aller un peu rondement, mais comme vous allez avoir accès aux diapositives, je crois que ça va être correct parce que je crois qu'il reste comme 15 minutes là, à la rencontre. Donc, tout d'abord, j'ai une question. Quels sont les principaux besoins d'adaptation pour les individus autistes? Je vous dirais c'est d'âge comme question. Adaptation d'abord, ben moi, je pense toujours au plan sensoriel en premier parce que c'est oublié la plupart du temps. Puis comme on n'aime pas ce qui est nouveau ou ce qui est non familier, ben le fait de donner contrôle sur les stimuli de l'environnement, pouvoir s'éloigner en cas de besoin, trouver une zone refuge ou confort, porter un casque anti-bruit, tamiser les lumières, pouvoir choisir sa place, entre autres en classe ou dans les foules. La prévisibilité, fait que prévenir avant un bruit fort, un changement de texture, un toucher, qu'il puisse toucher sa nourriture avant de la mettre dans sa bouche, la sentir, etc. Respecter aussi certaines particularités, entre autres sur le plan alimentaire. C'est tolérer qu'ils veulent pas nécessairement tout manger. Permettre certaines adaptations, mais pas d'autres, tu sais, varier. Pas avoir une pression excessive à manger comme les autres. Puis permettre, comme je vous disais avec l'image de la batterie tout à l'heure, un temps de récupération après les surcharges sensorielles. C'est vrai qu'il existe une fatigue sensorielle. Il faut la reconnaître puis même planifier des pauses. Entre autres, là, en milieu scolaire, souvent, ça, c'est oublié. Puis le fait d'avoir des pauses sensorielles ou que l'enfant puisse avoir un signal ou un code secret avec le professeur, que lorsque il sent qu'il y a une surcharge arrive, il met le code secret puis qu'il peut se retirer ou mettre en place un mécanisme là, d'autorégulation. C'est souvent très utile pour le bon fonctionnement de l'élève. Sur le plan social puis de la communication aussi, ben respecter le mode de communication préféré de l'enfant, mais de l'individu. C'est lui laisser le temps de répondre. Ça se peut que ça y prenne plus de temps pour formuler sa question. Ça se peut qu'il préfère donner plusieurs petites réponses brèves à plusieurs questions, que ça prenne plus de questions pour savoir ce qui s'est passé dans la journée, mais qu'au final, on obtienne tout de même l'information. Qu'il préfère communiquer avec des outils visuels, avec un appareil de communication alternative et augmenté qui est pas toujours obligé de regarder dans les yeux, là. Ça se peut des fois qu'on le sait qu'il nous écoute, même s'il nous regarde pas. Ça peut être correct de même. Des fois, ça devient beaucoup d'exigences. Éviter les doubles contraintes sociales. Tu sais, on veut qu'il agisse de telle façon en public, mais en même temps, on veut qu'il soit spontané. Des fois, ça peut être contradictoire. Exprimer clairement et avec cohérence autant les consignes que les routines. On veut que les règles soient explicites, les consignes simples, visuelles.
les mêmes dans tous les milieux de vie par les différents adultes qui interviennent auprès de l'enfant, puis respecter ses intérêts spécifiques qui, comme je le disais, peuvent être des leviers de motivation et de régulation et non pas juste des problèmes. On peut donc facilement créer des environnements qui seraient plus accueillants pour les personnes autistes. Puis ça, au niveau de notre société en entier. Je vais commencer par l'encadré bleu. Là. Je trouve ça très important de normaliser les besoins d'adaptation. Moi, si je n'aurais pas mes lunettes, je ne pourrais pas conduire parce que je ne verrais pas assez bien. Ils sont nécessaires, c'est un outil. Ben, les stratégies d'adaptation, puis les adaptations qu'on met en place pour les personnes autistes, c'est des outils pour qu'ils se sentent bien. C'est pas des privilèges à un caprice. C'est comme mes lunettes à moi, mais eux, c'est différent. Réduire aussi la pression de performance sociale. Ça se peut que ça tente pas toujours de faire des jeux collaboratifs, que ça tente pas toujours de participer verbalement, puis reconnaître que oui, des fois, il y a des moments où c'est trop. Il y a une surcharge qui est présente, puis proposer des options. Veux-tu qu'on fasse une pause, qu'on aille à l'extérieur? Veux-tu utiliser une méthode de régulation, etc. Ensuite, ben, je reviens un peu, mais c'est dans l'encadré vert, par exemple, à la maison ou à l'école, créer un environnement sensoriel qui correspond mieux à la personne et rendre prévisible. Structurer autant le temps que l'espace. On veut avoir des horaires visuels, des séquences imagées, on veut des comptes à rebours avant les transitions, les annoncer vraiment d'avance, puis voir le compte à rebours. Pas juste l'annonce, le voir. Avoir des routines stables, surtout pour des moments sensibles de la journée où on sait que c'est des transitions, le matin, les repas, le coucher, puis préparer les changements. Puis quitte à ce que ce soit des visites des lieux au préalable, des photos des lieux, faire un scénario social comme un peu une histoire avec l'enfant de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va, c'est où que ça pourrait être plus difficile, expliquer les étapes au préalable. Souvent, là, moi, je vais donner des photos de notre équipe aux parents avant que l'enfant vienne à la clinique la première fois. Comme ça, il sait on est qui, il a appris à connaître nos visages. J'explique aux parents comment ça va se passer. Ils peuvent l'expliquer à l'enfant avant qu'il arrive. Ça permet beaucoup d'atténuer le stress de l'enfant qui participe mieux par la suite. Fait que mon kit de base pour l'adaptation, ça serait de venir ralentir et réduire la quantité d'informations qu'on donne à la personne, ce que je ne fais pas actuellement présentement, je vous bombarde, mais ça serait de faire tout le contraire, d'annoncer avant d'agir, donc de prévenir. Les choix de réponse sont souvent beaucoup plus utiles que les questions ouvertes. Ça réduit la pression sociale, la pression de communication. Autoriser des moyens de régulation ou essayer de trouver des moyens alternatifs qui sont plus socialement acceptables. Peut-être que de tourner en rond dans la classe en courant, c'est pas acceptable, mais peut-être qu'on pourrait jouer avec des élastiques, par exemple, pour essayer de se réguler. Prévoir aussi des sorties de secours. Donc, comme je vous disais, un petit peu un mot code ou un geste pour signifier c'est trop. Puis c'est suivi d'une réponse qui est cohérente par l'adulte responsable. Puis venir dédramatiser les crises. Tu sais, de ne pas les voir comme un échec éducatif ou un caprice de la personne, mais plutôt c'est un signe de surcharge. C'est normal. C'est vrai, tu as vécu un état de surcharge, on va t'aider, on va trouver un moyen pour détruire ou défaire tranquillement cette surcharge-là. Pour ce qui est des niveaux, on en a déjà un peu parlé, mais comme je dis, c'est les niveaux de soutien. C'est pour un moment donné, puis ça varie selon différents facteurs. Ça varie selon l'âge, le contexte, les forces émergentes avec les interventions, les facteurs de stress immédiat, les facteurs de santé aussi. Je l'ai déjà dit, mais ce n'est pas nécessaire pour accéder au service. Ce qu'on veut, ce qui est demandé dans les différents formulaires, c'est une description fonctionnelle des besoins et des limitations. Et aussi, ben, on se le cachera pas, là, 3 niveaux, c'est pas suffisant pour bien décrire tout le profil autistique. Donc, c'est pour ça qu'on va toujours ajouter des spécificateurs. Donc, une description détaillée, qualitative, pour mieux guider les interventions. Maintenant, par rapport aux dernières avancées scientifiques sur les causes potentielles là, de l'autisme et la génétique, entre autres, j'en ai un peu parlé, mais comme je disais, on se rend compte que c'est une combinaison de facteurs. C'est vraiment multifactoriel. Probablement que c'est plusieurs mutations génétiques qui vont interagir ensemble et avec des facteurs de risque environnementaux, périnataux, pour
accroître ou augmenter la probabilité d'un profil autistique chez une personne donnée. Donc, il n'y a pas de gène unique de l'autisme. Il n'y a pas de seuil, il y a pas une cause précise, mais c'est plutôt un seuil de vulnérabilité. Ça augmente la probabilité d'un profil autistique, mais il n'y a pas de déterminisme absolu qui existe pour l'instant. Plus les recherches avancent en sciences, plus on se rend compte qu'il y a plusieurs mutations génétiques qui peuvent être associées à des enjeux du neurodéveloppement. Mais je voudrais que c'est très rare, voire jamais, qu'il y a une mutation qui est associée à un seul enjeu du neurodéveloppement. C'est-à-dire que ça va créer plusieurs types d'atteintes, une susceptibilité à plusieurs types d'atteintes du neurodéveloppement et non pas à une seule. C'est pour ça que je vous parlais de profil neurodéveloppemental atypique plutôt que d'une atteinte génétique précise qui expliquerait l'autisme. Donc ça, on cherche pas ça. On cherche plutôt une interaction entre des gens. Et ma question chouchou, pourquoi est-ce qu'il y a des experts qui questionnent la validité ou l'étendue actuelle du diagnostic? En fait, c'est très d'actualité présentement, entre autres avec le récent reportage fait à Découverte sur le profil féminin du trouble du spectre de l'autisme. Certains auteurs et certains chercheurs vont vous dire que les critères actuellement, depuis le DSM-5, sont rendus trop sensibles. Ils sont pas juste très sensibles, ils sont trop sensibles. Ça fait en sorte que les profils sont très différents les uns des autres, qu'il y a beaucoup de variabilité et que ça rend le diagnostic très hétérogène. Ils ont peur qu'on vienne diluer le concept de qu'est-ce qu'est l'autisme parce qu'on mélange trop des profils différents. Ça va faire en sorte que c'est plus difficile pour eux de faire de la recherche, puis entre autres d'établir c'est quoi les causes biologiques derrière l'autisme parce que de faire des groupes d'études, ça va devenir difficile. Les profils sont trop vastes. Mais on se rend compte que ce qu'on remet en question, c'est pas l'existence de l'autisme comme tel, mais plutôt la façon dont on le définit. Ça a évolué avec le temps. Mais il y a une chose qui est importante à se rappeler, puis qui, pour moi, fait en sorte que les critères actuels font du sens. C'est que avec les diagnostics qu'on porte présentement, avec les critères qu'on utilise avec le DSM-5, on aide des gens à obtenir des services, des ressources et des adaptations qui leur permettent de mieux fonctionner, qui vient combler un besoin qui est légitime, qui avant était souvent appelé par un autre diagnostic ou attribué à d'autres troubles connexes. Mais on voit vraiment que le fait d'avoir accès aux services, le fait d'obtenir le diagnostic et de mettre en lumière leurs particularités neurodéveloppementales, ça les aide à mieux fonctionner. Leurs besoins sont légitimes. Donc, ça, pour moi, ça fait en sorte que oui, le spectre est large, mais c'est voulu. On vient capter un plus large éventail de personnes pour lesquelles les symptômes étaient peut-être plus subtils auparavant, mais qui reflètent tout de même la réalité clinique. Parce que ces adaptations-là qu'on met en place, puis les services qu'on leur offre, ils leur permettent de mieux fonctionner. Ça les soulage à un certain niveau. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui ont reçu leur diagnostic adulte récemment, que tout ce brouhaha-là médiatique autour de est-ce vraiment trop large ces critères, ça les rend anxieuses parce qu'ils veulent pas perdre leur diagnostic. C'est depuis qu'ils l'ont qu'ils vont mieux. C'est depuis qu'ils l'ont qu'ils obtiennent des services, puis qu'enfin on reconnaît leurs différences, puis elles-mêmes se comprennent mieux. C'est plus facile de savoir pourquoi telle situation est difficile, puis telle autre leur correspond mieux. Ça explique leurs différences. Ça fait du bien parce que ça leur permet de s'identifier. Ça, c'est un besoin fondamental de l'être humain. Et j'avais aussi une question très pertinente sur, je pense accueillir un nouvel enfant dans ma maison, que ce soit être une grossesse, une adoption, mais j'ai un enfant autiste. C'est une bonne idée. En fait, c'est une bonne idée en autant que l'enfant soit préparé pour ça. Parce que ce qui va être problématique, ce qui va être un peu le défi, c'est le changement. L'arrivée d'un nouvel enfant ou de toute nouvelle personne dans la famille, un conjoint, une conjointe, etc., ben ça peut faire perdre la routine, l'aspect de familiarité. Surtout un bébé, des bruits supplémentaires, la présence de nouvelles personnes, des demandes sociales imprévues. Donc, avec une bonne préparation, tout est possible. Tout devient gérable. Il faut juste s'assurer que tout est compatible, que la famille a la capacité de structurer l'environnement et la routine de l'enfant au préalable, qu'il y a un accompagnement personnalisé qui est offert à chacun, autant au nouveau bébé, au nouvel enfant, que à l'enfant déjà présent avec trouble du spectre de l'autisme.
Donc, préparer l'enfant, ça peut être utiliser des supports visuels, l'impliquer dans la préparation, faire des scénarios sociaux, lui décrire ce qui va changer, ce qui va rester pareil, démystifier avec lui les émotions possibles, des fois même d'écouter des films, des émissions qui présentent cette réalité-là, en reparler, le mettre en contexte, dans le concret, hein, faut le voir, pour le croire, prévoir des plans de pause, des plans de sortie, un endroit qui va être à lui ou à elle. Puis surtout, préserver les repères. C'est sûr qu'il va mieux s'adapter si certains repères, ancrages sont là. Donc, il y a des objets préférés qui restent accessibles, son espace personnel qui demeure là. Les règles sont claires et constantes pour tous les enfants, c'est les mêmes. Parce que souvent, on aime ça quand la justice est respectée puis que les règles sont respectées. Les routines restent stables. Puis, progressivement, l'enfant va être en contact avec le nouveau bébé ou le nouvel enfant pour, surtout dans les environnements familiers et calmes, avec ses repères qui sont présents, permettre d'être plus là en parallèle au début, puis utiliser ses forces dans les interactions. Puis garder un équilibre familial, toujours avec des moments individuels pour l'enfant en question. Normaliser le fait que chacun va avoir ses besoins qui sont spécifiques, qui sont différents, puis que oui, la surcharge est possible, puis tenter d'en reconnaître les signes au préalable. Donc, qu'est-ce qui va être important pour bien agir? C'est avant l'arrivée d'un nouvel enfant, venir évaluer c'est quoi la tolérance actuelle de l'enfant présentant un trouble du spectre de l'autisme au changement? Comment est-ce qu'on peut tenter de la travailler avant? Quelle va être sa réactivité sur le plan sensoriel? Puis quels moyens on peut mettre pour prévenir ça? Le bébé qui va pleurer, qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? Etc. Comment est-ce que l'enfant peut communiquer ses besoins? Puis si nécessaire, développer des méthodes avec lui pour qu'il ait sa porte de sortie, son moyen aussi pour lui de communiquer ses besoins. Sinon, je vous préviens, ça risque de sortir en comportement inapproprié. Puis, quel soutien, nous, comme parents, comme famille, on est capable d'offrir à cet enfant-là? Comment est-ce qu'on va pouvoir structurer l'environnement, être disponible sur le plan émotionnel pour cet enfant-là, malgré l'arrivée d'un nouvel enfant? Donc, ça faisait pas mal le tour là, de tout ce que j'avais à vous partager. Je vais arrêter mon partage d'écran. Comme ça, je vais pouvoir mieux voir l'audience. Oui, ben merci beaucoup, Frédéric. Ça a été très, 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 très enrichissant. Donc, au nom de l'équipe, j'aimerais remercier chacun d'entre vous autant par votre présence, votre écoute, votre participation. Et j'aimerais exprimer toute ma reconnaissance également à Frédéric pour cette présentation riche, éclairante, inspirante. Puis également, merci pour toute la générosité et pour le partage de votre expertise. Donc, on souhaite que c'est ça, ça a répondu que tout le monde aux questions de tout le monde, de tout et chacun. On vous demande, n'hésitez pas à compléter le court sondage. N'hésitez pas à donner vos coordonnées dans le clavardage pour le cas où vous désirez recevoir l'information. Diane pourra ainsi faire un suivi. Et puis, donc voilà. Je vous remercie tous autant au nom de toute l'équipe là, de l'association Emmanuel. Merci beaucoup pour votre attention. C'était un très beau public et merci pour vos questions. Très Merci, merci, enrichissantes. Je vais arrêter merci. ici l'enregistrement. Merci beaucoup à tous.